Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africable Télévision. Merci pour votre fidélité. Août 2018, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta succédait à lui-même à la présidence de la République du Mali. Une année après, nous jetons ce soir un regard rétrospectif sur cette première année de son second mandat. Ibeka 2, un an après, sommes-nous satisfaits? Ce soir avec M. Baba Nadjo, adjoint au secrétaire chargé de l'organisation de la section 5 ADEMA, Alliance pour la démocratie au Mali. Monsieur Nadjo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup monsieur de t'inviter. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Notre second invité est M. Babarou Bokoum, secrétaire politique du SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. M. Bokoum, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour vous. Merci beaucoup. Notre troisième invité est Dr Aboubakar Sidik Fomba, président du parti ADPM, Alliance démocratique du peuple malien. Monsieur Fomba, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci. Et notre quatrième invité est Monsieur Moussa Keïta, président du parti PRDT, Parti du Renouveau démocratique et du travail, président de la commission des finances de l'EPM, Ensemble pour le Mali. Monsieur Keïta, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Monsieur Bokoum, ce second mandat est dédié à la jeunesse, un an après, presque jour pour jour. Où est-ce que nous en sommes avec la promotion de cette jeunesse, selon vous? Je vous remercie, Lisa. Le second mandat dédié à la jeunesse, c'est comme d'habitude, c'est toujours des propositions sans mesure. C'est souvent, comme l'a toujours été au Mali depuis des années, à chaque fois, chaque gouvernement, chaque régime tient des propositions sur propositions, mais il n'en découle aucun résultat concret. Et donc, je pense que le fait de dédier un mandat à une jeunesse est une lourde tâche. C'est une lourde tâche. Mais actuellement, en voyant la situation actuelle du pays, on se rend compte que on est loin de là. On est loin de là parce que même pour l'école déjà, la preuve, c'est que cette année, qui était la première année comme vous l'avez dit, IBK 2, la première année de IBK 2, on a vu également que l'école, on est parti jusqu'en fin d'année, presque, avant de pouvoir régler les problèmes de l'école. Donc de là également, on a un problème de chômage parce que l'école n'est plus en mesure de pouvoir fournir que autre chose que des chômeurs, et parce que tout simplement les modes de production restent les mêmes, et modes de production détenus par certainement des opérateurs économiques indélicats qui sont dans l'incapacité de pouvoir, avec le gouvernement bien sûr, de mettre sur place un système d'industrialisation ou de création de richesses pour pouvoir au moins créer de l'emploi pour les jeunes en République du Mali. Et donc, au-delà de ça, on sait que tout ce qui constitue richesse au Mali, au lieu même que ce soit investi, est tourné vers l'étranger. L'investissement de toute la masse monétaire malienne la sortie est plus accentuée à l'extérieur que du point de vue investissement à l'intérieur du pays. Et tout ceci résulte également d'une mauvaise politique, d'une mauvaise visibilité de l'État quant à pouvoir mettre sur place un mécanisme pouvant obliger ces structures-là qui gagnent de l'argent ici à investir obligatoirement ici pour pouvoir faire une chaîne et un relais entre l'école, la formation et l'entreprise. Et tout cela également se retrouve ensuite lié à un problème d'énergie car l'État n'a pas de visibilité, n'a pas les moyens de pouvoir donner au Mali une véritable politique énergétique pouvant permettre à ce pays d'aller vers l'industrialisation, vers le développement. Et donc aujourd'hui, dire un mandat dédié à la jeunesse, je pense que c'est encore comme d'habitude la poudre aux yeux. Et les jeunes quand même devraient aussi comprendre en ce moment qu'ils ont aussi un rendez-vous avec l'histoire, celui de sortir de cette confusion et de regarder concrètement où sont les causes de leurs problèmes pour en trouver et pour pouvoir combattre et trouver la solution à ces difficultés. D'accord, merci Monsieur Bokoum. Monsieur Keïta, vous êtes président de la commission des finances EPM qui regroupe presque tous les partis de la majorité présidentielle. Alors,
un mandat dédié à la jeunesse pour M. Bokoum, poudre aux yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Je dis à M. Bokoum, pour moi, ce mandat dédié à la jeunesse, c'est un mandat que le président a voulu vraiment amener la jeunesse, tout le peuple à le suivre pour pouvoir faire la promotion de la jeunesse dans ce pays. Mais vous savez que le problème de l'emploi des jeunes au Mali ne date pas de ce mandat. Moi, je peux faire un petit rappel historique. Depuis la première république de notre pays, la formation qui a été mise en place était uniquement pour la production des cadres, uniquement pour la fonction publique. Et nous étions dans un système purement communiste. C'est ce système qui a drainé, qui a continué jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, le mécanisme de formation au niveau de nos universités, de nos écoles professionnelles ou écoles supérieures, nous sommes en train de continuer à produire uniquement des élèves, des étudiants, uniquement pour la fonction publique. Il faut mettre fin à cela. Et c'est ce qui a fait que, sachant bien que c'est très difficile pour le moment, mais le président, le gouvernement et tout sont en train de mettre en place des mécanismes pour pouvoir créer les conditions du développement de systèmes secondaires industriels. Mais c'est là, j'entends, qu'il y a une formation solide à la base. C'est-à-dire, comme je viens de dire, le cas, c'est-à-dire le début de ce mandat a coïncidé avec pas mal de problèmes que nous voyons dans ce pays. Le cas, la crise sécuritaire, la crise socio-professionnelle qui ont tous ont été déclenchés à un moment donné qui a freiné pratiquement l'élan que le président et son gouvernement avaient pour pouvoir aller au devant et mettre en place ce mécanisme pour que les enfants, les élèves, la jeunesse puissent avoir dès les premiers 6 mois voire déjà les retombées de ce programme. Mais il fallait d'abord faire face à ces situations d'insécurité, le cas des syndicats, le climat soit apaisé et pour pouvoir aller. Je sais, ils vont me le dire que ça n'a rien à voir, mais quand il y a plusieurs priorités, il faut voir qu'est-ce que pressant tout de suite pour faire face à cela et que le mécanisme continue. Pour moi, mais sauf que M. Keita, oui, au moment de l'élection déjà, il y avait quand même tout ce que vous citiez, par exemple l'insécurité, la grogne syndicale était là. Alors si malgré ce contexte de sa réélection, il a dédié son mandat à la jeunesse, est-ce que c'est bien séant maintenant de parler de tout ça? Mais bref, quelles sont les actions posées concrètement pour cette jeunesse à l'heure où on parle durant cette première année de son second mandat? Les actions, je ne peux pas continuer à tous les énumérer ici. Quand nous voyons déjà qu'au niveau, il y a certaines entreprises, la création d'entreprises a été vraiment facilitée. Il y a pas mal d'entreprises qui ont été créées. Il y a pas mal d'emplois qui ont été vraiment créés au niveau des structures étatiques, et on continue à promouvoir les conditions pour que l'État puisse faire face à tous ces engagements. Je sais qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain, on met en place des politiques de développement, des politiques de promotion de l'emploi, que du jour au lendemain, nous voyons qu'on crée cet emploi. C'est un mécanisme qu'il faut vraiment mettre en œuvre et qu'il y a besoin d'études sérieuses autour de cela pour qu'on puisse mettre. Il ne faut pas créer des emplois éphémères, tout de suite, quelques jours après, ils se retrouvent au chômage. Non. D'accord. Nous allons certainement avoir le temps de revenir à tout ça, M. Fomba. Alors, M. Bokoum, M. Keita, on parlait d'emploi. De quoi d'autre les jeunes Maliens ont-ils besoin? Et est-ce que, alors, au terme de cette première année, de ce second mandat, nous pouvons dire que le bilan qu'on peut faire par rapport à la promotion de la jeunesse est un bilan assez satisfaisant? D'accord, merci encore, M. Dissa. Permettez-moi de souhaiter heureux ménage à Ablaye Koné, qui est journaliste du Délibéré. Permettez-moi également de partager vraiment les inondations qui ont eu lieu, qui ont eu des dégâts matériels dans ce pays, et vraiment
de partager aussi toutes les douleurs avec le peuple malien. Et permettez-moi également de saluer la journée internationale dédiée à la jeunesse, qui date du 12 août, depuis 1999. Ceci étant, moi, j'ai une perception différente de la promotion. Vous savez, quand le président de la République a placé son mandat sous la jeunesse, ça m'a amené à comprendre, à réfléchir plusieurs fois. La jeunesse, ce n'est pas la promotion. Celui qui parle d'un mandat de la jeunesse, c'est très lourd. C'est l'avenir de la jeunesse. C'est l'avenir des parents. Aujourd'hui, la jeunesse, ce n'est pas seulement l'emploi. La jeunesse, ça commence, il y a une première période de la jeunesse qui commence de 6 à 24 ans et une deuxième période de 24 à 35 ans. Mais souvent, nous prenons ici des jeunes, des gens de 40 ans pour les qualifier de jeunes. Si c'est le cas, on peut se permettre de dire, comme la chanson disait, on est jeune de 7 à 77 ans, il faudrait qu'on quitte ce cadre. Mais moi, je trouve que cette promesse est sensationnelle. Et vraiment, c'est dérisoire et c'est regrettable. Au même moment, on place le mandat sous le couvert de la jeunesse. C'est ce même moment qu'on a une année blanche, sinon presque une année blanche. Et au même moment, c'est le droit de ces jeunes, de ces enfants qui est violé. Et au même moment, dans la même année, on a des massacres de plus de 500 personnes où 70% sont aussi des jeunes. Celui qui parle du mandat des jeunes, parle de la sécurité des jeunes, parle de la santé des jeunes. Et au même moment, nous assistons aujourd'hui à l'hôpital Gabriel Touré, un grand hôpital du Mali, qui est en voie de fermeture. Quand on ne parvient pas à procurer de la santé à une jeunesse, on ne parvient pas à lui donner l'éducation escomptée. Et surtout cette année, la journée internationale de la jeunesse, le thème était quoi? C'était le système éducatif plus inclusif, équitable et adapté aux réalités du XXIe siècle. Est-ce que réellement, nous, on a pu faire cela? C'est un défi national. Donc moi, je dirais, c'est même pitoyable dans un pays aujourd'hui où la jeunesse est désemparée, où c'est les jeunesses qui se retrouvent dans les drogues, où c'est les jeunes qui se trouvent dans les prostitutions, où c'est des jeunes qui ne savent même pas que faire. Parler de l'emploi, ça c'est minime par rapport à un mandat placé sous la jeunesse. Et surtout quand le président de la République assume toute la responsabilité depuis 1991 jusqu'à maintenant, qu'il assume sa responsabilité de tout ce qui s'est passé, pendant que nous savons que depuis 1992 jusqu'à maintenant, c'est l'avenir de cette jeunesse qui est mis en cause. Et moi, j'avais compris, j'avais vraiment eu l'espoir qu'on allait voir une refondation de la nation pour permettre à ces jeunes de prendre un élan. Mais on se retrouve dans une révision constitutionnelle qui n'a rien à voir aussi avec ces jeunes. Donc il faut vraiment qu'on soit concret, qu'on mette les choses dans leur panier. Et je crois que c'est pas tard, peut-être qu'il va faire tirer les leçons de tout ça pour encore prendre le meilleur engagement pour cette jeunesse. D'accord, merci Dr Komba, Monsieur Nadjo. Oui. Un mandat de 5 ans dédié à la jeunesse, nous sommes seulement à une année, il reste encore 4 ans, mais déjà par rapport à cette première année, quel regard vous portez sur cette promesse par rapport aux réalisations faites en la matière, concernant par exemple la promotion de la jeunesse au Mali? Merci Dissa. Vous savez, le mandat a été placé sous le signe de la jeunesse. Et chaque chef de famille doit se réjouir parce que nous avons tous des jeunes chez nous. Et sinon même, nous sommes tous des jeunes. Et parler de l'école pour dire que ça commence par là, bien sûr. Mais l'année n'a pas été blanche. Je suis bien placé parce que je suis promoteur d'école, je suis à la tête de 6 établissements. Mais l'année a été sauvée. Et l'État a mis sur la table 19 milliards pour sauver l'année, tout simplement. Ce n'est pas cher payé parce qu'il s'agit de sauver tous les enfants de ce pays-là. Et donc, c'est un effort. Mais au-delà, il faut parler de la promotion des jeunes. Le président Ibeka fait partie, sinon il est le seul à avoir nommé au minimum 3 premiers ministres qui sont jeunes, dont celui qui est là aujourd'hui comme premier ministre.
Et dans nos cabinets aujourd'hui, je mets tout le monde au défi. Babarou Anna a ses camarades, beaucoup de camarades qui sont soit chargés de mission, soit chefs de cabinet, soit ceci ou cela. Hein. Et même pour ma part, même, je trouve que c'est trop et dangereux. Parce qu'un jeune à 22, 23 ans, conseil technique, vous voyez, souvent c'est compliqué. Mais parce que le mandat a été placé sous, des jeunes ont été placés partout. L'emploi est un problème. Parce que nous le savons tous que l'État ne pourra jamais, jamais employer tout le monde. C'est fini ça, hein? L'État qui est la vache laitière à laquelle on peut traire tout le monde, c'est d'y passer au Mali et dans tous les pays du monde. L'État doit créer des conditions de création d'entreprises sont facilitées aujourd'hui pour pouvoir permettre aux gens d'en créer. Malheureusement, nous sommes dans un monde qui est un village planétaire. Et l'économie, partout, ça ne va pas. Malheureusement, donc, nous sommes à ce niveau-là. Ce mandat, bien sûr, les jeunes, je pense que, sont encore au cœur même de ce projet. C'est un projet qu'il faut certainement, comme il l'a si bien dit, s'asseoir, analyser, et qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Vous l'avez dit qu'il n'y a qu'une seule année d'abord, nous avons encore 4 années pour se rattraper. Oui, mais déjà en une année, nous pouvons peut-être chercher 20% du programme. Si c'est sur 5 ans, si on a fait déjà une année, alors nous sommes à 20% déjà. Alors, à ce stade de 20%, M. Nadjo, qu'est-ce qui a concrètement changé positivement dans la vie des Maliens selon vous? Dans la vie des Maliens, il est difficile de parler. Parce qu'il faut se dire la vérité, beaucoup n'a pas changé. Et cela vient du début du mandat qui a été chaotique. Nous avons élu un président qui, 2, 3, 4 mois, a été contesté. Après, un premier ministre contesté. Et la guerre s'est transportée au centre de ce pays. Amenée non pas par des religieux, mais par des bandits armés, des brigands, qui ont transporté la guerre au centre. Donc les priorités et les objectifs ne sont plus ça. On veut aider les jeunes, c'est lorsqu'il n'y a pas la guerre. On veut faire l'école, c'est lorsqu'il n'y a pas la guerre. Et malheureusement donc, la donne a changé avec ce qui s'est passé au centre. Et c'est là donc, le panier de la ménagère à Bamako va se sentir, parce qu'à Mopti déjà, qui est à 500 km de Bamako, ça ne va pas. Je suis de Mopti, ça fait 4 ans que je n'ai pas pu partir. Donc pour te dire qu'il y a eu des problèmes qui ont plombé, qui ont bloqué réellement le décollage de l'avion. Mais je pense que ce qui est en train d'être fait va permettre certainement l'année prochaine, si Dieu nous l'accorde, d'être là pour dire voilà ce qui s'est passé. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Bokoum, sommes-nous satisfaits d'avoir réélu son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta? Tout d'abord, je voudrais répondre à Nadjo parce que quand vous dites que l'État n'est pas une vache à traire, je pense que vous êtes très mal placé pour, en tant que représentant de l'ADEMA, pour le dire en face des représentants de Sadi. Nous ne savons pas de quoi l'État est capable de donner aux gens parce que nous ne sommes pas dans le pouvoir et c'est vous qui êtes dedans il y a 27 ans de cela, non-stop. Donc nous considérons qu'il est temps qu'on puisse permettre à l'État de nourrir ses enfants. Il ne s'agit pas d'une question de vache à laitière ou autre chose. Il ne s'agit pas de cela. Donc, pour revenir à la question du président de la République, sachez que il est important quand même que les gens sachent qu'il n'y a pas eu d'élection dans ce pays. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu un président qui a été mis sur place de fait. Il s'est proclamé, la Cour lui a proclamé, nous reconnaissons
quand même qu'il y a eu. C'est important. Personnellement, vous avez voté. Vous avez voté. Moi, j'arrive. Ce n'est pas l'action de vote. Il y a pas que vous expliquez. Vous savez, il y a une différence entre voter et élire quelqu'un. Il y a une différence. Et donc, il y a eu des gens qui se sont mobilisés, certes, pour aller voter, mais l'élection, on sait comment ça s'est passé. Ça s'est soldé par des contestations faramineuses dans le pays pour la première fois. Et au-delà de ça, nous avons également que lorsque on élit un homme à la tête de l'État, sur le plan démocratique, et que cette personne ne respecte pas les principes démocratiques et les valeurs même qui incarnent la démocratie. Et lorsque vous mettez une majorité à la tête de l'État, une majorité qui ne respecte pas, elle aussi, les principes démocratiques ou les règles qui régissent la démocratie, ou qu'il y ait un divorce entre cette majorité, c'est-à-dire du point de vue conception de la démocratie et ce que souhaite la majorité. Donc, dans ces cas de figure, le pays passe, on va à l'impasse. Et c'est la situation que nous connaissons aujourd'hui, parce que, en réalité, quand on a vu que tout ce qui est interdit dans les élections, l'achat des consciences, l'argent, les bureaux fictifs, tout ce qui constitue des éléments, des handicaps, des choses réprimées par la loi ont été vus au cours de cette élection. Donc moi, je dirais que c'est ce qui explique aujourd'hui que pour la première fois, un président de la République qui s'est dit élu à la tête de l'État et passe jour pour jour, du jour de son élection jusqu'à la première année de l'anniversaire, il est sous pression. Cela en dit long sur la manière d'être élu, sur les procédures qui vous ont mis au pouvoir. Sinon, en 2013, les gens se souviennent, il a eu un bon moment d'accalmie et les citoyens et les Maliens lui ont laissé travailler. Parce que tout simplement, il venait d'une urne qui était légitime. Mais cette année, on sait que toutes les difficultés sont liées au fait, la manière d'avoir pris ce pouvoir, c'était un hold-up électoral. Et aujourd'hui, il est en train de gérer ces conséquences-là. Donc moi, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui accuser les Maliens pour dire que vous avez mis Ibrahim Boubacar Keïta à la tête de l'État. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Le système était piégé et on a vu le problème des fichiers électoraux. Il y avait trop de problèmes. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, la situation, elle est là. Et c'est une situation qui est réelle. Moi, je ne conteste pas que quand mon grand frère me dit que la situation sécuritaire et tout ça, c'est vrai que le pays n'a pas été remis en 2013 dans des bons états. Il faut le reconnaître. Mais c'est quoi le rôle de l'homme politique? Moi, je pose la question. C'est à partir de là qu'on va trouver réellement pour dire que cette personne est compétente ou n'est pas compétente. Le rôle de l'homme politique n'est pas de gérer les affaires courantes de l'État. C'est de venir trouver une situation difficile, complexe, et de vouloir et de poser, de ramener des solutions qui puissent permettre aux uns et aux autres de retrouver la voie de la normalisation. Ça fait 6 années. 6 années, ce n'est pas 6 jours. Le président de la République est en train de tâtonner dans tous les sens des gouvernements de toutes sortes, entouré des gens qui partent, qui reviennent sans qu'on puisse proposer une alternative concrète aux Maliens, une sortie de la crise. Aujourd'hui, on voit que c'est des morts partout, c'est de la déception à tous les niveaux. Donc je pense que ce n'est que le début d'un long processus d'une descente aux enfers. Et donc aujourd'hui, les gens doivent tirer la conséquence pour savoir qu'il est temps que l'on se retrouve aujourd'hui pour remettre la situation au bon niveau, pour se débarrasser de ce système, parce que nous pensons que ce système-là aujourd'hui, quelles que soient les situations, qu'il est à la base de tous nos problèmes. C'est ce système qui nous tue, qui nous détruit, qui nous met les uns contre les autres. Parce qu'aujourd'hui, on a sorti toutes les contradictions de notre société pour les imposer, les opposer les unes aux autres. Et ces contradictions ne peuvent pas être résolues par la voie de la violence. Parce que cette violence est le choix de l'élite qui pense forcément qu'il faut utiliser l'armée pour aller par la violence, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que toute paix imposée par la violence posera les bases d'une future rébellion, d'une future contestation. Donc nous proposons une paix démocratique basée sur la transparence et dans un véritable partage entre citoyens, que ce soit une paix imposée par la violence qui va mettre la soumission sans conviction, et cela posera effectivement les bases d'une nouvelle rébellion. Et ce n'est pas la démarche du parti. Ça. Merci, M. Bokoum. M. Fomba, les Maliens ont-ils voté oui ou non IBK? Et s'ils ont voté IBK, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont satisfaits? D'accord. Je crois que les Maliens ont voté. Un républicain, je dirais, quel que soit, parce que je l'ai tout le temps dit, depuis 1992 jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'élection sérieuse au Mali. Mais quand même, il y a un président qui a été élu et nous reconnaissons que IBK a été élu. Ça, c'est clair et c'est républicain.
Mais partant de là, je voudrais profiter, avant de répondre à ça, pour dire à Nadjo que j'ai fait une simulation, j'ai travaillé pendant une année, Ibeka a fait 800 nominations. Sur les 800 nominations des jeunes de 18 à 35 ans, ça fait 19%. Il dit qu'on n'a pas fait une année blanche. Comment des enfants dans les écoles privées ont étudié pendant 9 mois et des enfants qui n'ont fait que 3 mois font la même compétition ensemble? Est-ce que le droit est respecté? Est-ce que ces enfants n'ont pas été trahis? Est-ce que l'éthique est là? Troisième point, ce même régime qui met le mandat sous la jeunesse a utilisé 300 milliards d'endettement. Et tout le monde sait, quand on endette un pays, c'est compromettre l'avenir, c'est les jeunes, lorsqu'ils vont devenir grands, qui vont payer. En une année, on a endetté le Mali à hauteur de 300 milliards. Les dettes du Muntara. Et ceci étant, pendant l'année découlée, quand on veut faire un bilan, même politiquement, le bilan est médiocre. Politiquement, à partir du moment où on a organisé seulement l'élection présidentielle, nous avons été incapables au Mali, démocratiquement, d'organiser, de remettre la démocratie sur pied. On n'a pas pu organiser l'élection législative. Il y a les maires, même le maire du district de Bamako est là il y a 9 ans. On a installé des autorités intérimaires en violation flagrante de toutes les lois de la nation. Il y a 3 voies d'accession au service public de l'État, soit par voie électorale, soit par voie de concours ou par voie de mérite. Les autorités intérimaires n'ont jamais respecté tout ça. Et ils sont dans 5 régions du Mali. Et indépendamment de cela, quand vous voyez, on n'a pas fait organiser d'élections, on a prorogé le mandat des députés en violation flagrante. Et rien n'a été fait, il n'y a eu aucune planification. Et au même moment, on se permet de signer un accord politique de gouvernance, de mépris même envers la majorité, même la majorité présidentielle. On fait un accord de gouvernance non-sens pour faire venir directement des opposants pour appliquer le programme présidentiel. Et au même moment, on nous dit que le mandat est placé sous la jeunesse. C'est dans la même année qu'on fait l'éducation sexuelle complète. Quel sort pour ces enfants? Qu'est-ce que nous réservons pour l'avenir de ces enfants? Nous sommes des pères de famille qui n'ont pas le souci de ce qui va devenir l'enfant aujourd'hui. Et je regrette quand Nadjo me dit c'est fini l'emploi de l'État. Tout président de la République, tous les candidats à l'élection présidentielle de 2018, chacun a juré de détenir le pays et de travailler aussi bien sur le secteur privé et sur le secteur public. Et d'ailleurs, c'est l'alliance hégémonique autour du président de la République avec tous les pouvoirs qui a entraîné toutes les dérives parce qu'ils ont la même mise sur l'appareil de l'État, sur les services publics, avec des clients, des clients opérateurs économiques. Ils travaillent ensemble et comme ça, le peuple est mis à l'écart. Le peuple n'a jamais été associé à la gestion de ce pays. Et ce qui est sûr, il faut que les gens reconnaissent que dans ce pays-là, que ce soit privé ou public, le président de la République a le droit de défendre chaque Malien, qu'il soit à Kidal ou à Kaï. Et les mouvements de Kaï aujourd'hui dont nous assistons, c'est des promesses. Et il est temps que les Maliens, moi je ne suis plus d'accord dire qu'il a été élu laissé terminer. Il faut qu'on fasse des pressions. Quand on promet, il faut mettre la pression pour honorer aux engagements et aux promesses. Donc je vais tout simplement terminer rapidement pour dire qu'il est important aujourd'hui qu'au-delà des partis politiques, que nous nous comportons en citoyens dans la famille, dans la rue, pour voir notre pays. Et ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'accord politique de gouvernance, c'est la décrédibilisation de l'homme politique malien. L'homme politique malien n'a plus de crédibilité à cause de ce qui se passe. La confiance n'y est plus. Et même, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, il est temps de faire un procès de la démocratie au Mali, de 92 à maintenant, pour pouvoir se situer et même pour parler d'autres paramètres. D'accord, merci Monsieur Fomba, Monsieur Nadjo. En tout cas, au cours de cette première année, nous avons constaté la grève des cheminots, la grève des enseignants. Il y a eu un grand rassemblement au stade du 26 mars, réédité le 5 avril par rapport à l'éducation sexuelle complète dont M. Fomba parlait. Il y a eu alors l'Assemblée nationale qui a brandi un moment une motion de censure
mesures contre le Premier ministre. Bref, il y a eu beaucoup de situations que les Maliens alors n'ont pas pu digérer. Donc il y a eu beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Au point qu'on ait l'impression que rien ne va. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je vous remercie. Vous savez, dans un pays en guerre, rien ne va déjà. Rien. On peut se jeter la poudre aux yeux. On peut vouloir faire des élections. Mais l'élection, déjà, vous savez, ça s'est fait sur pratiquement la moitié du pays. Parce que l'autre moitié des Mopti à Kidal, il n'y a pas eu d'élection. Et ça fait plus de la moitié sur le plan superficie de la République du Mali. Donc, rien ne va déjà. Et comme je l'ai dit, lorsque un pays a été hérité par le président Ibeka dans des conditions extrêmement difficiles, Babarou l'a dit, qu'un homme politique est fait pour gérer et diriger. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui, il faut le dire, dans un pays occupé. Occupé par des djihadistes, occupé par des forces étrangères de partout, et donc monopolisé, et même la gestion, elle est extrêmement difficile. Dans ces pays, il faut se dire la vérité. J'ai dit qu'il n'y a pas eu d'année blanche, il n'y a pas eu d'année blanche. Les écoles publiques, il y a 100 établissements secondaires publics contre 1600 établissements secondaires privés. Et 90% des enfants sont dans les privés. Et il a bien dit que les privés ont travaillé. Et c'est vrai. Donc 10% des enfants n'ont pas travaillé. Est-ce qu'il faut hypothéquer l'avenir des 10% pour les 90? On a dit aux 10%, allez-y, on verra. Et c'est ce qui s'est passé. Et l'État vache laitière, ce n'est pas que le Mali, c'est dans tous les pays du monde, c'est fini. Et l'État doit nourrir ses enfants, non. C'est les enfants qui doivent nourrir l'État. Chacun doit se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Et non, qu'est-ce que mon pays doit, qu'est-ce que mon pays va, qu'est-ce que mon pays fera pour moi? Nous sommes là demain et nous sommes au pouvoir de 91 à aujourd'hui. Ce n'est pas par la force que nous l'avons pris, c'est parce que le peuple malien a accepté et a voté pour nous. Si le SADI ou d'autres partis n'ont pas été au pouvoir, c'est parce que le peuple a jugé que eux, ils méritent mieux. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et aujourd'hui, on soutient un président. Nous l'avons soutenu pendant l'élection. Ce bilan, son bilan, c'est notre bilan que nous sommes prêts à défendre face à l'histoire au moment venu. Aujourd'hui, c'est juste Ibeka de l'an 1. Il y a des problèmes, bien sûr, on les connaît. Nous les savons, on ne l'ignore pas, mais on est élu pour affronter des problèmes. D'accord. Merci, Monsieur Nadjo, Monsieur Keita. Des hôpitaux sous-équipés, des routes nationales en piteux état, des locomotives qu'on nous avait même présentées publiquement, 2 locomotives qu'on nous avait présentées publiquement. Nous ne savons même plus où est-ce que ces locomotives se trouvent, en tout cas au Mali. Mais bref, à quand la reprise des grands chantiers, autre que la seule lutte contre l'insécurité? Parce que c'est vrai, il y a l'insécurité, mais les gens ont faim, les gens sont malades, les gens veulent apprendre, les gens veulent voyager. Il y a pas mal d'autres problèmes aussi. Alors, nous exigeons peut-être trop du gouvernement, mais à quand la reprise des travaux? Merci. Il n'y a pas que dire qu'à quand la reprise des travaux. Nous travaillons déjà. Ça travaille déjà. Peut-être au rythme auquel nous travaillons, compte tenu de la situation actuelle, peut être pas un rythme que les gens souhaitent. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous dites les hôpitaux. Vous savez que le problème dans ce pays, qu'on se dise la vérité, l'État équipe les hôpitaux, équipe nos structures de santé. Mais c'est le personnel, moi, à mon avis, c'est le personnel, la gestion de ces équipements pose problème.
chacun dans ce pays, nous voulons l'État les met dans les conditions. Est-ce qu'ils ont la volonté d'aider l'État à améliorer les conditions de santé de nos citoyens? Ça, c'est mon avis. Je ne peux pas comprendre cela. On met des millions, des milliards dans des équipements, équiper les hôpitaux. Et en espace de 3-4 mois, on vient de trouver que ces mêmes équipements sont déjà en panne. On n'arrive pas à les entretenir. Et vous savez comment l'État mobilise les fonds. Vous savez aussi que le pays, les 2 tiers de ce pays, je peux dire qu'il ne contribue plus au budget, à l'assiette fiscale, aux impôts, aux droits de douane, aux taxes. C'est qu'une partie du Sud qui contribue dans cette assiette. Et ce peu que nous donnons, c'est avec ce peu que l'État est en train de gérer l'ensemble des problèmes que nous connaissons dans ce pays. Comme il a si bien dit, nous sommes dans une période de guerre, une guerre asymétrique. Nous ne savons pas qui sont nos ennemis. Tout ce que nous posons comme actes sont détruits à la minute après, immédiatement. Maintenant, nous devrons être, c'est-à-dire qu'on sorte un peu du fait de continuer à accuser l'État n'a pas fait ça, l'État a fait ça, qu'on se mette tout ça en cause. Nous voulons que notre pays avance. Qu'est-ce que nous devrons faire pour que ce pays avance? Nous avons été formés, nous sommes là, nous attendons que l'État fasse tout pour nous. Qu'est-ce que nous devrons faire pour cet État? C'est ça le problème que nous connaissons dans ce pays. Les infrastructures, comme vous voulez les dire, qui sont construites, prenons le cas des routes bitumées, et la qualité, nous sommes là. Les routes, prenons l'exemple sur la route, vous avez parlé de la route nationale 1, Bamako-Kaï. Oui. Le vendredi, je vous comprends, je vous comprends très bien. Je vais en venir. Et cette route, la qualité, moi je mets en cause, en partie, le gouvernement précédent. Nous construisons des routes. La durée de cette route, peut-être, ça peut aller au-delà de la cette route, 10 à 15 ans. L'usure, la charge à l'huissier et la qualité du goudron et l'entreprise qui devrait ou le service qui devrait procéder au contrôle. Si nous devrons faire l'ensemble de ce truc-là, je dis, l'entreprise qui a construit, nous devrons les interpeller. Nous sommes dans une situation actuellement, nous voulons lutter contre la corruption, l'argent illicite. Il est grand temps maintenant qu'on se dise qu'est-ce qui ne va pas. Qui a fait ça? On doit interpeller tous ceux qui ont posé ces actes-là, les interpeller qu'on sache exactement pour que les qualités de nos goudrons, en espace de 5 ans, on commence à être détruits. Ça ne peut pas aller. Oui, mais justement, monsieur Keïta, oui, vous parlez d'interpeller des entreprises. Parlons par exemple de la dette intérieure quand même au Mali. Elle est très très lourde. Les opérateurs économiques aujourd'hui sont vraiment aux abois. Ils ont travaillé pendant les 5 années passées sous votre mandat. Ils sont en train de travailler présentement, mais il y en a qui sont même bloqués faute de financement, faute d'avoir leur argent pour pouvoir continuer. Où est-ce que nous en sommes pour quand même débloquer un peu les fonds pour que les travaux puissent continuer au moins? Parce qu'il y a blocage dans beaucoup de secteurs. Je vous dis, ce n'est pas les travaux qu'on est en train d'exécuter. Non. Ceux qui ont été déjà exécutés pendant 10 ans. C'est ce que nous voyons comme ça, qui sont en train, ces infrastructures sont en train de subir la dégradation de cela. Mais vous parlez de la dette intérieure. Ok, l'État, dans tous les pays du monde, l'État ne peut pas payer la dette intérieure à 100%. Ça ne se fait pas en économie, ça ne se fait pas. On paye ce compte tenu de la rentrée des fonds qu'on fait face. Nous avons des priorités qui sont là. Faisons face à une dette intérieure, ok? Et que l'armée, la sécurité, la santé, ça va au détriment de cela. Nous sommes en train de voir comment gérer cet ensemble avec le peu que nous avons. C'est ça le problème. Ce peu que nous avons, nous sommes obligés de gérer. Et c'est là, on est obligé de faire un choix à un certain moment. Mais il a été dit, à un certain moment, ils ont commencé à livrer certains montants pour faire face au paiement de la dette intérieure. À quel moment exactement?
À quel moment exactement? À quel moment? Et quel est le montant qu'on a libéré pour les entreprises, M. Keita? Je sais déjà que je ne peux pas vous dire jusqu'à quel niveau. Moi, à un certain moment, nous étions tous au trésor pour pouvoir encaisser certains de nos arrêts qui ont été payés. Il y a des fourchettes. Et en ce moment, ce sont eux qui sont obligés de voir qu'est-ce que nous devrons faire, quelles sont les urgences par rapport à cela. C'est ça la gestion. D'accord, merci. M. Keita. M. Bokoum, est-ce que vous partagez l'analyse de M. Keita quant à l'origine en fait, de ces retards dans le paiement des dettes? Non, bon, bien entendu qu'on n'a pas la même lecture de la situation. Et d'ailleurs, même ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes conceptions de la gestion d'un pays. Parce qu'eux, ils pensent que c'est nous qui devrons tout faire pour le Mali. On n'est pas aux États-Unis ici. Le Mali est un État qui a mis sa population dans une extrême pauvreté, qui est incapable de l'alphabétiser, qui est incapable de lui donner du travail, qui est incapable de l'éduquer. Car vous savez, on dit que c'est Sékou Touré qui disait que éduquer sans... Vous pouvez enseigner sans éduquer, mais jamais personne ne peut enseigner sans éduquer. Et donc, vous voyez, nous sommes dans un pays où l'État, par exemple, quand vous demandez aux Maliens qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'État, qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour cet État? Est-ce que c'est nous, les Maliens, qui doivent faire la sécurité dans ce pays? C'est pourquoi, d'ailleurs, vous êtes partis sur votre logique en mettant le groupe autodéfense. Vous avez demandé aux gens, comment est-ce qu'on peut demander aux enfants d'aller s'auto-éduquer? C'est-à-dire que dans tous les, comment on appelle, tout ce qui constitue les domaines régaliens de l'État, vous êtes dans l'incapacité de les assumer. Et vous demandez aux gens de faire quelque chose pour le Mali. Je pense que dans un pays comme le nôtre aujourd'hui, on ne doit pas aller sur cette logique. Maintenant, sur la dette, je reviens là-dessus. Vous savez, il y a dette intérieure et il y a dette intérieure. Vous avez, au Mali, qu'est-ce qui se passe? En fin d'année, par exemple, quand vous arrivez vers la fin d'année, vous avez ces opérateurs économiques et ces gens qui sont chargés de la gestion de nos finances, c'est-à-dire les mêmes gens qui sont au pouvoir depuis des années, sont là qui appellent leurs amis, qui appellent de partout, venez, il reste un peu, il faut venir exécuter vite fait avant que l'argent ne retourne au trésor public. Et donc, en ce moment, en faisant cela, ils augmentent, ils vont jusqu'au-delà en créant des besoins. Et ces besoins eux-mêmes créent d'autres besoins. Ce qui a fait aujourd'hui que le train de vie de l'État est parti au-dessus de sa capacité normale sans que cela n'ait un impact réel sur le fonctionnaire lui-même. Et donc, c'est comme ça que la dette intérieure s'est creusée de jour en jour. C'est creusé de jour en jour parce qu'à côté des gens qui font des vrais services à l'État, des opérateurs économiques sérieux, se trouve cette mafia qui est composée de fonctionnaires et puis de chefs d'entreprise qui continuent, qui pensent qu'ils peuvent se faire sans compromettre l'État. Mais en faisant cela, à chaque acte qu'ils posent, pendant des décennies, pendant plus de 20 ans d'exercice de pouvoir de cette majorité-là aujourd'hui, ils ont compromis l'État et dangereusement. Ils ont compromis l'État et jusqu'à augmenter, amener la dette intérieure à un niveau qui est insoutenable. Et maintenant, souvent, quand un régime est aussi sérieux, qui est plus compétent que celui-là, il arrive à éponger et qu'il y ait quand même un système de respiration. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de le faire parce qu'ils ne sont pas crédibles. Sur le plan des finances, ils sont incapables de pouvoir faire des appels de fonds parce que la gestion est là. C'est de catastrophe en catastrophe, de scandale en scandale. Justement, et donc, ça bloque le système pendant que vous parlez de scandale, M. Bokoum, l'année 2018-2019 quand même a été marquée par beaucoup de mouvements anti-corruption au Mali, mais nous n'avons pas tellement remarqué la présence des politiques, mais vraiment aux côtés de ces mouvements de lutte contre la corruption, tels que nous avons par exemple remarqué la présence des politiques quand il s'est agi à un moment donné de l'éducation sexuelle complète. Tout le monde a accompagné tout le monde, mais il y a quelques mouvements seulement qui sont là à lutter contre la corruption, mais nous n'avons pas vu alors cette grande retrouvaille des politiques autour de ça. Et pour beaucoup, les politiques ne peuvent pas s'y parce qu'eux-mêmes sont mouillés. Non. Qu'en pensez-vous? Je ne peux pas parler au nom des autres politiques. Mais je peux parler au nom du Parti Sadi. Allons-y. Pour le Parti Sadi, la lutte contre la corruption n'est pas un programme politique. Ce n'est pas un programme politique. C'est pourquoi, quand les gens sont là à faire des surenchères là-dessus, nous, on ne parle pas. Nous pensons que la lutte contre la corruption,
Il y a un cadre qui est créé pour ça. Il existe les juges, les magistrats, on a créé des structures de toutes sortes. Il y a l'État qui est là, le président de la République entouré de ces 8 institutions sont les garants du bon fonctionnement de l'État, de la transparence et du bon fonctionnement et de la bonne répartition de nos richesses et de sa gestion. Il existe des mécanismes de répression. Il y a l'OCLE, vous avez le pôle économique, il y a toute une structure. Pour un politique, parler de la corruption comme un programme politique, c'est de la démagogie. Parce que la corruption, selon nous, c'est-à-dire la bonne gestion des affaires publiques, est une seconde nature au Parti Sadi. Et donc, nous ne considérons pas que cela soit une démarche politique où il faut sortir, tenir des discours et tout ça. Les instruments sont là. Et quand on parle des scandales par-ci, par-là, nous connaissons qui sont responsables. Il y a quand même des responsables politiques. Il y a quelqu'un, on parle aujourd'hui de l'armée, on voit, il y a eu une marche hier pour dire qu'ils soutiennent l'armée. En même temps, ils parlent de la corruption des généraux. Mais nous savons qu'est-ce qui est derrière. Parce que c'est le même comportement comme ça qui a été fait le 30 avril pour essayer de mettre les dos à dos, 30 avril 2012, pour mettre dos à dos les bérets rouges et les bérets verts. Cette démarche qui consiste à lutter contre la corruption, que ce soit au niveau de l'armée, il faudrait que les gens sachent que nous, on ne rentre pas dans ce jeu parce que l'armée s'appelle la grande muette dans un régime démocratique. On ne peut pas se permettre, un homme politique, d'accuser frontalement l'armée comme ça, alors qu'ils savent très bien qu'il est dirigé par un ministre de la Défense et il y a le président de la République qui est le chef suprême des armées. S'il y a scandale dans l'armée, on doit s'en prendre à eux. Ce n'est pas aux généraux qu'on demande, ce n'est pas un général qui va aller débloquer de l'argent dans le trésor public. Donc vous avez le ministre des Finances qui est là, l'actuel Premier ministre, qui est partie prenante de tous ces scandales, parce que ça fait des années, il est au ministère des Finances. Vous avez Ismaël Boubeye Maïga qui a été ministre de la Défense, et puis Premier ministre de surcroît, secrétaire général, qui se retrouve au cœur de ces scandales à chaque fois, même s'il s'en défend. Mais la triste réalité est qu'ils sont des acteurs de ces gabégies, de ces détournements des fonds de l'État. Et donc je pense que ceux qui font cette manœuvre-là, nous les voyons de loin, nous savons qu'est-ce qu'ils veulent, mais il faudrait qu'ils fassent attention, parce que cette armée-là, il faudrait faire attention avec elle dans la situation actuelle. Merci, monsieur. Beaucoup, monsieur. Il ne nous reste plus que 15 minutes. Maintenant, 15 minutes, monsieur Nadjo. Alors, au regard de tout ce qui vient d'être dit, est-ce qu'on peut vraiment parler d'avancées considérables? Sinon, qu'il faut-il faire rapidement? Bon, d'avancées, oui. Considérable, non. Parce que, comme je l'avais dit précédemment, que nous sommes dans un pays aujourd'hui miné par beaucoup de guerres, au nord et au centre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, la première des choses, c'est s'asseoir, mettre tout sur la table et se parler franchement. Franchement parler en malien, de décider de mettre tout. Un déballage général et global. Parce que notre pays a été attaqué. C'est la démocratie, normalement, qui a été à un moment attaquée par des djihadistes. Et aujourd'hui, il faut donc s'asseoir, s'organiser et faire face. C'est un passage obligé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier. On ne peut pas s'asseoir, à mon avis en tout cas, pour dire qu'on ne négocie pas avec Yad, on ne négocie pas avec Amadou Koufa, on ne négocie pas. Pour la paix, il faudra être capable de se mettre au-dessus et de dire que c'est des Maliens comme vous et moi. Les faire asseoir, les dire les 4 vérités. Ils comprendront, j'en suis sûr, et ils rentreront dans les rangs, j'en suis convaincu. Je vous remercie. D'accord, merci monsieur Nadjo. Docteur Fomba, peut-on parler d'avancées? Si oui, lesquelles? Sinon, que faut-il faire? Parce que le pays est dans l'impasse et nous voulons sortir. D'accord, bon, avant de répondre à ça, j'ai certaines réactions rapidement. Je sais, okay. Mais je voudrais seulement rappeler à Nadjo, quand il dit qu'on est en guerre, pendant qu'il parle de guerre, on met l'argent du contribuable malien dans les avions, en sachant bien que les usines de fabrication de ces avions vont fermer. Pendant qu'on parle de guerre, l'argent qui doit être utilisé à donner aux soldats au front, cet argent a disparu devant tout le monde. Il a été dit que l'Union européenne a dit clairement que cet argent a disparu par manque de traçabilité. Est-ce qu'on doit parler de guerre pendant que l'argent qu'on nous donne pour cette même guerre disparaît? Très grave. Et pour répondre à Keita, je vais en venir. Maintenant à la question, peut-on parler d'avancée? Non, moi je dis on ne peut pas parler d'avancée. Au contraire,
le pays, on est à l'inexistence même du pays. Et on est en train de minimiser cela. On est à un niveau où le président est incapable de gérer ce pays aujourd'hui. Il ne peut pas. Et la motion de censure des députés, de la majorité et de l'opposition était un moyen pour désavouer même le président de la République, pas le Premier ministre. C'était pour dire que parce que c'est le Premier ministre qui conduit l'action du président de la République. Dès que vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec le programme du Premier ministre, c'est le président de la République qui est vu. Et aujourd'hui, au lieu d'aller à une concertation nationale inclusive, souveraine, pour retirer notre pays de ça, on nous parle de dialogue de mise en scène qui ne sert à rien que d'aller pour une révision constitutionnelle. Alors que l'idéal, c'est comment faire pour que l'armée malienne puisse rentrer à Kidal. Comment se dire la vérité entre nous? Il faut que notre armée soit à Kidal. Il faut que le recouvrement du territoire soit d'abord le premier plan. Si nous parviendrons à avoir notre armée sur tout le territoire du Mali, et avec ça, organiser un dialogue comme il a dit, je me retrouve dans ça. Dire qu'on ne peut pas dialoguer avec Yad Agali, c'est pour dire, c'est se mettre dans le plan de la communauté internationale. Et très souvent, nous accusons la communauté internationale, mais c'est l'État, c'est les responsables même de l'État qui sont complices de cette communauté internationale. Donc, en définitive, qu'on remette à côté ce dialogue politique de mise en scène, que nous revenons pour organiser une conférence nationale souveraine, parce que c'est l'incapacité du président de la République qui nous a conduit à ça. Et dès lors qu'il a été incapable, il n'a plus la parole pour dire c'est le peuple maintenant qui se donne la main pour gérer ce pays-là qui appartient à nous tous. Parce que lui va partir, mais le Mali va rester après nous, après lui, après nous tous. Merci, docteur Komba. Monsieur Bokoum, peut-on parler d'avancée? Sinon, que faut-il faire voilà, collectivement pour le Mali? D'avancer, non. C'est le chaos total. Et moi, je pense que c'est le chaos. Il n'y a même pas une lueur d'espoir avec ce régime actuel. Vous parlez de discuter avec Yad et Agali et tout ça. Je pense que le SADI est en avance sur beaucoup. C'est bien d'ailleurs que vous fassiez le pas pour le comprendre. Nous l'avons dit pendant l'élection présidentielle. Et quand Oumar est parti à Niafunke en 2012, on l'avait traité de terroriste. Aujourd'hui, on revient là-dessus. Mais ce qui est grave dans ce pays, c'est qu'on n'a pas l'honnêteté quand même de reconnaître les démarches de certaines et comme étant des démarches qui étaient sur la bonne marche. Et moi, je reviens toujours, on m'a appris que la répétition est pédagogique, Robert. Et je pense que ça m'a beaucoup servi. En 91, quand on nous a mis dehors, parce que vous savez que moi, quand je viens chaque fois, je ne peux pas me passer de le rappeler que nous faisions partie, nous, en tant que moi-même, jeune secrétaire général à l'époque de mon établissement, 15-16 ans, avec tant d'autres comme moi et nos aînés des écoles secondaires, c'est nous qui avons été utilisés comme la chair à canon dans ce pays. C'est nous qui avons été utilisés comme les bras armés par tous ces gens qui gouvernent aujourd'hui ce pays. Pendant un bon moment, on nous a maltraités ici. On nous a retiré tous nos droits. On a détruit l'école. On a détruit la santé sans nous donner aucun espoir pour pouvoir aujourd'hui s'accomplir dans ce pays. Arrivé, nous, à un moment donné, nous avons eu la chance de quitter le territoire. D'autres se sont battus ici, tant bien que mal, à pouvoir résister et à pouvoir sortir de la situation pour pouvoir échapper à ce piège qu'on nous a tendu. On revient aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai observé? Tu viens au Mali aujourd'hui, je regarde à ma droite, je vois tous ces groupes-là, l'ADEMA, RPN, tous ceux qui suivent, se sont retrouvés aujourd'hui, depuis 2012 jusqu'à maintenant, à gouverner le pays. Vous avez dit que vous avez été choisi. C'est vrai, vous avez été choisi, mais la situation actuelle du pays n'est pas honorable. Et donc, je dis que quand vous regardez la situation, vous devrez savoir que vous avez trahi le choix qui a été porté sur vous. Et quand je me tourne à droite, à gauche, je vois, je dis bien à ma gauche, hein, je trouve un seul homme, c'est Oumar Mariko et Ossadi, qui tient la ligne et qui garde sa maison grandement ouverte malgré toutes les difficultés. C'est pourquoi aujourd'hui, Robert, moi je dis que la situation, c'est la rupture. Il faut la rupture avec l'ordre établi pour pouvoir poser les bases d'un État sérieux, d'un État capable de pouvoir ramener ses citoyens au centre de ses préoccupations essentielles. C'est sur ce seul point que même la communauté internationale va nous respecter. Même aujourd'hui, G7 Sahel, G7, je sais pas, G7 quoi, on a invité tous les autres chefs d'État, Kagame et tous les autres avec le président burkinabé, mais on n'a pas appelé le Mali, qui est l'épicentre même du problème. Donc tout ceci est une question de manque de responsabilité, de déception grave qui a été ce régime-là. Donc je pense que l'ère est au changement. Merci M. Bokoum. M. Keita, alors y a-t-il des avancées? Si oui, lesquelles? Sinon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour le Mali? Bon, je peux dire des avancées.
quelle que soit la situation, il y a eu des avancées dans ce pays pendant cette période. Peut-être ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu d'avancée, ça c'est leur droit aussi. On ne peut pas le contester. Mais ce que je vais dire concernant le président Fomba, nous, le dialogue politique inclusif, c'est l'espace le mieux indiqué pour qu'on puisse se retrouver, les politiques, la société civile, tout le monde pour échanger et voir les comptes, lutter, débattre les différents maux que le Mali vit actuellement. Mais il n'est pas, c'est-à-dire revenir, mettre en place, comme vient de le dire, une concertation souveraine. C'est pour mettre en cause l'existence même du pays. Nous sommes là. Allons-y au dialogue politique. Et c'est le dialogue qui est l'espace le mieux indiqué pour que tous les Maliens se retrouvent, pour échanger et sortir des résolutions et qui doit être. Je peux comprendre que les résolutions qui seront issues de ces dialogues-là soient des résolutions qu'on doit impérativement appliquer, que tout le monde doit se reconnaître dans ces différentes résolutions. Mais à dire que, comme il a si bien dit, au Mali, nous sommes un pays où notre culture nous permet d'échanger, discuter. Ce que je me dis, qu'est-ce qui fait que nous n'aurions pas encore à nous mettre autour d'une table, échanger et proposer des solutions pour sortir des crises pour ce pays. Nous voulons tous rester dans notre petit coin, critiquer. Venons, retrouvons-nous, échanger, discutons. Nous aurons la solution. Il est bon de critiquer, mais amenons-nous et retrouvons-nous pour faire des propositions concrètes pour sortir de crise. Le président est là, il est là pour tout le Mali. Il a dit, il le répète. Il a dit, il le répète. Il est là pour tout le Mali. Certes, il ne peut pas être aimé de partout, par tout le monde. Ça, c'est la politique qu'il mène. Ça aussi, peut-être, on peut contester. Mais le temps, il est grand temps maintenant pour nous, les Maliens, qu'on se donne la main, qu'on voit ce pays, uniquement ce pays, et qu'on échange, qu'on trouve la solution. Je pense que quand on se met autour d'une table, nous allons avoir la solution. Merci, Monsieur Keita. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suiviez l'émission politique, le débat d'Africable Télévision, qui portait ce soir sur le thème IBK2. Un an après, sommes-nous satisfaits avec M. Baba Nadjo, adjoint au secrétaire chargé de l'organisation de la section 5 ADEMA, M. Babarou Bokoum, secrétaire politique du SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, Dr Aboubakar Sidiki Fomba, président du parti ADPM, Alliance démocratique du peuple malien, et M. Moussa Keita, président du parti PRDT, parti du renouveau démocratique et du travail. Il est aussi le président de la commission des finances de l'EPM Ensemble pour le Mali. Merci, mesdames, messieurs. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée et de passer une agréable semaine de travail. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain. Merci.